I'm in. Alors on va étudier aujourd'hui la chute libre. La chute libre, qu'est-ce que c'est comme mouvement? C'est très simple, on prend un truc, ah j'ai encore oublié ma pluche, mince. On prend un truc, paf, on le laisse tomber et il va vers le sol, il met un certain temps pour tomber en allant de plus en plus vite. Bon. Donc ça, ce problème de chute libre, il a été étudié par les physiciens depuis très longtemps, au début les savants, puis ce qu'on a appelé les physiciens. C'est un système vraiment de choix pour étudier la mécanique parce que justement il est simple. Et il y a pas mal de petites histoires qui circulent autour de ça. Je vous raconterai tout à l'heure le coup de Galilée qui fait tomber des objets au-dessus depuis le haut de la tour de Pise. Je voudrais commencer par une autre histoire. Dans les années 1910, Albert Einstein, s'intéresse au phénomène de gravitation. Il vient d'inventer quelques années plus tôt la relativité restreinte, c'est-à-dire qu'il vient de remettre en cause toutes les bases de la mécanique. Ça, c'est pas du tout dans le programme, je ne vais pas en parler, j'en ai dit un tout petit mot la dernière fois, mais j'en dirai pas plus. Donc voilà, dans les années 10, il a révolutionné la physique, et il essaye d'appliquer sa nouvelle théorie au phénomène gravitationnel. Ça lui pose beaucoup de problèmes, et ça va lui mettre vraiment longtemps. Il aura besoin pour ça de se faire aider par des mathématiciens pour les aspects vraiment techniques. Et c'est que vers le milieu des années 10, vers 1916, il va vraiment arriver à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce qu'un des événements qui, selon la légende, l'aurait conduit à résoudre les problèmes qui l'ont mené à la relativité générale, c'est qu'il était dans son bureau, tranquille. Donc ça c'est moi qui rajoute, tranquille en fait, il était dans son bureau. Et il lisait le journal, il s'informait de ce qui se passait dans le monde, et il tombe sur un fait divers, un peintre qui est tombé de son toit, d'une hauteur assez importante. Alors j'ai pas réussi encore à mettre la main sur l'article en question, je ne sais pas de combien le gars est tombé, mais quelques étages, probablement 2 ou 3 étages. Le gars est tombé et miraculeusement il s'en est sorti. Donc il a quelques blessures, mais le peintre est toujours à l'hôpital, il a survécu à sa chute du toit. Et Einstein, ça l'interpelle ça, parce que le gars est tombé, Einstein est en train de s'intéresser au phénomène de chute justement, et il décide d'aller voir le peintre à l'hôpital, et il lui pose des questions, bon ça va, ouais, la femme, les enfants, ouais ça va, ok, bon. Et après il lui demande vraiment ce qui l'intéresse, mais quand vous êtes tombé du toit, avant de toucher le sol, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et le peintre dit, je sais pas, je ne me rappelle pas trop, ça allait vite, bon mais quand même, un truc qui m'a un peu frappé, c'est que déjà je sentais rien. J'étais en train de tomber, mais je n'avais pas de sensation spéciale. Et puis, le truc rigolo, c'est que je voyais mes outils, enfin, du coup, c'était ses pinceaux, en train de flotter autour de moi, quoi. C'était bizarre, je volais, quoi. Bon. Vous la voyez, la scène? Je vais vous la montrer autrement, cette scène, et après, on en discute. Pas très bien pour elle. Donc, dans Matrix, les réalisateurs ont reconstitué cet épisode de chute.
évidemment, donc tout ça c'est des images de synthèse. C'est intéressant que ce soit des images de synthèse. Ça veut dire que les gars qui ont fait ça, ils n'ont pas jeté l'actrice de la fenêtre, ils n'ont pas filmé, ils n'ont pas lancé un caméraman qui suivait l'actrice, hein. Vous imaginez bien. Donc ils ont été obligés de tout penser. Pour faire la scène en image de synthèse, ils ont effectivement tout pensé, ils se sont demandé qu'est-ce qui arrive aux petits bouts de verre qui se sont cassés. Et ils ont effectivement compris un truc fondamental, c'est que quand les objets sont en train de tomber en chute libre, tous les objets tombent de la même façon. Tous les objets, indépendamment de leur masse, etc. Ça, c'est en l'absence de frottement. On va venir sur les détails de ça dans le cours tout de suite. Mais donc, s'il n'y a pas de frottement ou si on peut les négliger, tous les objets tombent en même temps. Donc, Trinity est en train de tomber. Les bouts de verre autour d'elle sont en train de tomber à la même vitesse. Le méchant est en train de tomber. Le caméraman aussi. Voilà, tout le monde est en train de tomber en même temps. Et on a l'impression, du coup, si on se fixe sur le personnage en train de tomber, qu'autour d'elle, les objets sont immobiles. Ça, ce phénomène, ça a un nom, vous le connaissez, ça s'appelle l'apesanteur. C'est exactement ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, quand vous voyez des films de cosmonautes ou d'astronautes qui sont en train de flotter dans une cabine. On va le voir tout à l'heure, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de gravité. Hein. Il y a une gravité, ils sont attirés vers le sol, très fort. On va voir combien. C'est parce qu'ils sont en train de tomber, en fait, vers le sol. Ça, c'est le menu d'aujourd'hui. C'est parti. Le chapitre s'appelle Dynamique appliquée à des mouvements simples. Allez, non, je vais même changer le titre, je vais mettre quelque chose de plus proche de ce qu'on va faire, de plus court. Chute. Ouais, chute. Exactement. Et alors pour ça, j'ai besoin de vous dire des choses sur la force de gravitation. La manière dont les objets sont attirés par d'autres, en particulier par la Terre, donc par le sol, de notre point de vue. Quand on a un corps, alors je vais commencer petit, je vais commencer par des corps qui sont ponctuels, c'est-à-dire aussi petits qu'on veut. Imaginez qu'on ait ici une masse M. Je vais la noter M1 parce qu'il y en aura deux. Une masse M2 ici, différentes. Ces deux corps exercent entre eux une force gravitationnelle. Ces deux corps s'attirent nécessairement. Le corps qui est ici ressent une force qui est dirigée par là-bas. Et donc l'expression s'écrit F exercé de 2 par 1 est égal à grand G M1 M2 sur R au carré fois U. Donc, U, c'est le vecteur qui va de 1 vers 2. Ce que je peux, alors, je vais dire ce que sont les termes là-dedans. Je vais aussi écrire une deuxième forme qui pourra aussi être utile. Je peux aussi exprimer ça en fonction d'un autre vecteur, qui est le vecteur allant de 2 vers 1. Dans ce cas-là, il faut que je mette un signe moins ici. Et ce vecteur U allant de 2 vers 1 va être comme ça. Et lui, c'est U allant de 1 vers 2. Dans cette expression apparaissent plusieurs termes. Donc vous avez ici la force qui est proportionnelle à U. Donc ça, c'est un vecteur qui est unitaire, c'est-à-dire donc sa norme vaut 1, ça indique juste la direction dans laquelle pointe la force. Grand G qui est ici, ça s'appelle la constante de la gravitation. Et sa valeur, c'est 6,67 10 moins 11. Alors je vous laisse chercher l'unité par analyse dimensionnelle, je vais la prendre directement dans les notes. Mètre cube par kilogramme par seconde par. Dans les exercices de TD, vous avez un des exercices qui consiste à chercher la dimension de ça, connaissant la dimension de toutes les autres grandeurs. Je compte sur le fait que vous savez faire ça très bien et très vite. Donc ça, c'est une constante fondamentale qu'on mesure en faisant des expériences, justement, en mesurant la force que ressentent entre deux masses M1 et M2. M1 et M2 sont des masses. En kilogrammes, et R, c'est la distance entre les corps.
Les gens qui aiment bien les phrases, les verbes et les mots, ils vous disent que la force gravitationnelle est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'est la formule qui est ici. Bon. Ça permet, si je vous donne des valeurs de masse et puis des séparations des distances entre les deux masses, de calculer une force. On obtient une force en Newton. On va le faire tout à l'heure. Le cas que je présente ici, il n'est pas très réaliste. Des masses ponctuelles, c'est-à-dire qui seraient tout concentrées en un point. Il n'y en a pas énormément dans la vie courante, même dans l'univers. À la limite des trous noirs. Bon, je reprends. Ce que je viens de vous présenter ici, le cas de deux masses ponctuelles qui s'attirent, c'est pas très réaliste. Des masses en général ont une certaine extension. Par exemple, ce qui peut nous intéresser, c'est combien on est attiré, nous, par la Terre en ce moment. La Terre n'est pas du tout un objet ponctuel, c'est énorme. Il se trouve que la loi qui est ici, elle est un peu plus générale que ça. Je ne vais pas du tout démontrer la propriété que je vais donner maintenant. Je vais tout simplement vous donner le nom du théorème, qui s'appelle le théorème de Gauss, qui vous dit la chose suivante. Un corps à symétrie sphérique, je vais dire tout de suite après ce que c'est, exerce la même force gravitationnelle qu'une masse ponctuelle, entre parenthèses de même masse, la masse on la met tout en un point, située au centre. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si on a non pas un point, mais la Terre, la force exercée par la Terre sur quelqu'un qui serait ici, donc elle est un petit peu difficile à calculer a priori si on ne connaît pas cette propriété-là. Il faudrait calculer la force exercée par chacun des points de la Terre sur le bonhomme. Il se trouve qu'on peut faire comme si on avait simplement donc, la surface de la Terre qui nous tient, le bonhomme qui est dessus, et puis toute la masse concentrée ici en un point. C'est-à-dire que finalement la force ressentie par le bonhomme, ici, elle est donnée par l'expression qui est là. Même si la Terre n'est pas une masse ponctuelle. Et donc il faut prendre ici dans ce cas pour R, la distance qui est ici, le rayon de la Terre. D'accord ? Vous allez vous calculer maintenant numériquement cette force, dans le cas de la Terre, pour vous calculer la force que vous subissez en ce moment de la part de la Terre. Je vais vous donner des grandeurs numériques qui vont vous servir. La seule que je ne connais pas, c'est votre masse à vous, et ça je ne vais pas vous le demander, c'est pas poli, mais vous allez discrètement l'écrire sur votre feuille. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la force, elle est donnée, et je vais m'intéresser au module de la force, c'est ça que vraiment l'intensité de cette force, c'est G fois M de la Terre, fois votre masse à vous, divisé par RT, on va considérer qu'on est à la surface de la Terre, donc le rayon de la Terre, au carré. Avec, pour la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. C'est vrai ça, je vais vérifier. RT, ça serait 6400 km. Et je ne suis pas absolument certain de ce chiffre, je vais vous dire ça tout de suite. Donc 6 10 puissance 24 kg, oui, et la distance 6400 km. Oui, c'est bon. Okay. Et bien allez-y, calculez la force que vous subissez de la part de la Terre. Alors si vous voulez la force, alors je vais poser la question peut-être pour tout le monde, effectivement c'est une bonne question, est-ce qu'on change l'unité du rayon terrestre ici ou pas? Est-ce qu'on laisse en kilomètres ou est-ce qu'on met en mètres? Si vous voulez effectivement une force ici qui est en newton, c'est-à-dire dans l'unité du système international, il faut que toutes les grandeurs soient dans le système international, c'est-à-dire les distances en mètres. Si vous utilisez R en kilomètres, vous allez obtenir F dans une unité qui n'est pas correcte. Et donc numériquement, si vous pensez que c'est des newtons, vous allez vous tromper, la grandeur sera fausse. 605. Ok. Donc vous allez tous trouver des grandeurs différentes. Comme toi, tu as pesé 60 quelque chose kilos, 62, 63. Combien 62. 62, ok.
Donc effectivement, ça fait quelque chose de l'ordre de quelques centaines de newtons. Et en fait, vous savez calculer cette force autrement. Hein. Vous, quand vous avez appris le poids à l'école, on vous a donné une autre formule en fait pour le poids. Ça, c'est le poids. Hein. C'est la force subie par la Terre, enfin subie par vous de la part de la Terre. Ça, vous l'avez écrit, vous, de la manière suivante. mg. D'accord? Où g, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc vous prenez votre masse, vous multipliez par 9,81, vous allez trouver le même chiffre normalement. Précisément, ce qu'on vient de faire là, en fait, c'est qu'on vient d'exprimer g, l'accélération de la pesanteur, en fonction du rayon de la Terre, de la masse de la Terre et de la constante gravitationnelle grand G. Donc si F est le poids et s'écrit comme ça, comme il s'écrit comme ça aussi, on a mg qui est égal à m, on l'écrit comme ça, sur r t au carré. Donc ça veut dire que tout ça, c'est égal à g. Donc g est égal à grand G masse de la Terre sur rayon de la Terre au carré. Ça, c'est effectivement de l'ordre de 9,8 mètres secondes moins 2 si vous faites le calcul numérique avec les grandeurs que j'ai mises au tableau. À partir de l'expression qui est ici, vous allez pouvoir calculer la force subie par n'importe quel corps qui est situé n'importe où sur la Terre, ou d'ailleurs à une certaine hauteur aussi, ou même à l'intérieur de la Terre si vous faites un trou. Donc la force gravitationnelle, elle est donnée par l'expression que j'ai donnée tout à l'heure. Donc si on ajoute à ça le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que l'accélération fois la masse est égale à la somme des forces, si on considère des corps qui sont en train de tomber sous l'action de cette seule force-là, ben on a tous les éléments en main pour écrire la relation fondamentale de la dynamique et savoir la manière dont les corps sont accélérés en présence du champ de pesanteur. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps dans ce chapitre. On va étudier la chute des corps qui sont juste soumis à leur poids. C'est-à-dire qu'on va négliger d'autres phénomènes, notamment les frottements de l'air. Donc ça, c'est une approximation qui peut être juste dans certains cas et fausse dans d'autres. À votre avis, si je fais cette expérience-là, super intéressante, j'ai ma craie et je la fais tomber dans ma main, est-ce que c'est une bonne approximation dans l'expérience que je viens de faire ici que de négliger les frottements de l'air? Oui, probablement. Le truc, il a un petit peu frotté, bon, parce qu'il voilà, il a une certaine vitesse, mais probablement que c'était assez faible. On aura des moyens de vérifier ça un petit peu plus tard dans le cours. Si maintenant vous étudiez la descente, la chute d'une sonde spatiale, par exemple, qui est en train de redescendre dans l'atmosphère, ou par exemple la navette spatiale qui est en train de redescendre sur Terre et qui traverse l'atmosphère, là, c'est complètement faux de négliger les frottements. Hein. Essentiellement, la navette spatiale, si elle ne s'écrase pas par terre, c'est à cause des frottements. Hein. C'est un gros fer à repasser. Il n'y a pas de réacteur en descente. Hein. La navette spatiale, simplement, elle tombe. Voilà. Alors, il se trouve qu'elle se met comme il faut pour justement beaucoup frotter sur l'atmosphère. Et du coup, pour planer un peu, pas mal, suffisamment pour ne pas s'écraser par terre. Mais ce sont les frottements de l'air qui lui permettent de ne pas s'écraser comme une grosse casserole par terre. Donc, on s'intéresse dans un premier temps au mouvement sans frottement et après, j'introduirai différents types de frottements qui compliqueront un peu la situation et qui conduiront aussi à des situations intéressantes. Alors, toutes les 5 minutes, il va falloir que je mette mon mot de passe. Ok, on s'en fout. Alors, je vais quand même rajouter un mot sur ça. Donc le calcul ici que je viens de faire de G, de l'accélération de la pesanteur, c'est en supposant que la Terre est parfaitement sphérique. Tout à l'heure, le théorème de Gauss que j'ai écrit là, c'était pour des corps sphériques. La Terre n'est pas tout à fait sphérique, elle est un peu aplatie au pôle. Donc ça change un peu la donne. Et par ailleurs, elle est aussi en train de tourner autour d'elle-même. Donc ça veut dire que pour un corps qui est situé à la surface de la Terre, il faut prendre aussi d'autres forces, qui s'appellent, là ici en l'occurrence, c'est la force centrifuge. Donc on est sur un manège en fait, hein, en ce moment-là, on ne s'en rend pas compte parce que ça tourne relativement doucement, mais on est sur un manège en train de tourner, et donc il y a une force qui nous expulse du manège. Vous avez tous fait cette expérience, hein, d'aller dans un manège d'enfant et d'aller pirater le dispositif qui commande la vitesse du manège, et de faire tourner ça à 300 tours par minute. Les enfants sont éjectés du manège, c'est rigolo à faire. Bon. Là, sur la Terre, c'est un peu la même chose. La Terre est en ce moment en train de tourner sur elle-même. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez me pointer l'axe autour duquel la Terre est en train de tourner maintenant, là?
Est-ce que c'est un axe qui est comme ça, vertical, par là-bas? Il est un peu incliné, ok. Il est incliné vers où? On est là. La Terre tourne autour d'un axe qui passe par les deux pôles géographiques. Donc quelqu'un qui est ici, allez, je vais le mettre ici là pour que ça soit un peu plus visible. Donc l'axe de rotation ici pointe par là-bas. Donc quelqu'un qui sera ici me pointerait dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il pointe dans une direction qui va vers, pour lui c'est ce qu'il appelle le nord. D'accord? Donc il met sa main vers le nord. Et il la lève d'un certain angle par rapport à l'horizontale. Et cet angle, c'est donné par quelque chose d'assez simple. On peut montrer que c'est simplement la latitude. Quelqu'un qui est ici pointera vraiment le doigt dans la direction vers l'horizon, en fait. Hein. Quelqu'un qui est ici va le pointer vers le haut. Et entre les deux, on le pointe dans une direction intermédiaire. Le nord, il est par où ici? Je vois là-bas, là-bas. Je vois là-bas. Bon, il est dans cet axe-là, hein, le lac, il est là-bas, Grenoble, c'est là-bas. Axe nord-sud. Tout à fait. Bon. Ça serait par là-bas, le nord? Là-bas? Non. C'est vrai, là-bas? Il se lève, le soleil se lève là-bas, se couche là-bas. Donc le nord est là-bas. Là-bas. Il se lève à l'est. Ouais. Est, ouest, nord. L'axe de rotation est comme ça. Donc la Terre est en train de tourner comme ça. Donc nous on ressent une force qui est perpendiculaire à cette direction-là, par là-bas. Donc on ressent une force centrifuge qui est dirigée par là-bas. Le nord, par là-bas. Et la force centrifuge perpendiculaire par là-bas. Donc on est un petit peu repoussé par là-bas. Ça se calcule, hein, je ne vais pas le faire ici, mais ça c'est quelque chose qui s'ajoute à la force gravitationnelle et c'est inclus dans le poids en fait. Quand on dit qu'on mesure le poids à un endroit, on ajoute là-dedans aussi la force centrifuge qu'on ressent de la part à cause de la rotation de la Terre. Elle est importante ici, elle est faible ici. Enfin, là elle est même nulle au point vraiment du pôle Nord. Bon, bref. Donc dans le poids ici, ça c'est pour ça que G a des variations qui dépendent de l'endroit où on est. Ça ne vaut pas la même chose partout. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça peut varier aussi, le G qui est ici. C'est que la Terre, certes, n'est pas sphérique, mais en plus, elle a des trous dedans. Le sol n'est pas homogène, donc ce n'est pas vraiment une symétrie sphérique. Ce n'est pas quelque chose qui a la même. C'est pas invariant par rotation. Si vous prenez la Terre et que vous la tournez sur elle-même, on va être capable de voir qu'on la tourne sur elle-même. Et en particulier quand vous avez des défauts dans les roches, ou des cavités, ou des nappes de pétrole. Nappes de pétrole. Si vous avez une nappe de pétrole en dessous de vous, ça change la valeur de G. C'est un moyen extraordinaire, ça, les mesures de G, pour détecter des couches de trucs qui se trouvent sous la Terre, des couches de gaz, des couches de pétrole. Les gens qui font de la prospection pétrolière passent leur temps à mesurer ça, en fait. Hein. Et à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, les gens cherchaient du pétrole avec des pendules. Ils faisaient osciller un truc, ils mesuraient précisément la période de rotation, enfin de période d'oscillation, pardon. On a vu la dernière fois en cours que cette période d'oscillation dépend de G. Hein. C'est ce qu'on a vu par analyse dimensionnelle. Et donc, on arrive comme ça à mesurer G. Et les gens faisaient ça à plein d'endroits sur toute une surface, et ils voyaient qu'il y avait des anomalies à certains endroits qu'ils interprétaient comme la présence de pétrole, par exemple, en dessous le sol. Bon. Tout ça, ça s'appelle de la... Enfin, cette discipline-là, ça s'appelle la géodésie. Enfin, c'est une partie de la géodésie qui consiste à mesurer G un peu partout sur le globe. Allons-y, mesurons maintenant. Étudions maintenant le mouvement des corps sous l'action de leur pôle. Donc ça va aller vite parce que c'est des choses que vous savez faire. Et prêtez attention quand même, il risque d'y avoir des petites subtilités. On va étudier la chute libre. Le problème est le suivant. On va prendre une masse, petit m, qui est attirée par la Terre et qu'on lâche à un moment donné.
qu'on lâche ou qu'on lance d'ailleurs. Hein. On peut aussi imaginer qu'on la lance vers le haut, vers le bas, sur le côté, avec une certaine vitesse initiale. Je vais noter V0. Et on veut savoir ce qui lui arrive. Est-ce que vous pouvez sur votre feuille dessiner effectivement ce qui va lui arriver? Faites la courbe que décrit le point M, juste pour donner l'idée de ce que vous pensez qu'il va se passer. Quand on la lance avec cette vitesse-là. Bon, faisons-le. J'ai la craie. Je la lance, on regarde ce que ça donne. Non, c'était pour que tu l'attrapes en fait. Ok. Merci. Donc vous avez vu, ça fait une trajectoire montante puis descendante. Ça fait quelque chose comme ça. Il y en a qui m'ont décidé des trucs différents, genre la masse qui fait ça et puis qui tourne autour de la Terre là. C'est possible, hein? Ça s'appelle une orbite. Hein? C'est quand on satellise quelque chose. Si on le lance assez fort, ça peut faire ça. Ou ça peut même faire carrément quelque chose de différent. Ça peut partir à l'infini et ne jamais toucher la Terre si vraiment vous avez la patate quand vous lancez la craie. D'accord? Dans des situations usuelles, quand on lance une craie sur quelqu'un, il ne s'y attend pas, il est surpris. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Dans des situations usuelles, quand on lance la craie au sol, ça fait quelque chose comme ça. Si on lance vers le haut, ça monte et puis ça redescend. Et ça fait une courbe ici, dont vous connaissez le nom d'ailleurs, probablement. Ça s'appelle comment? Ça fait une parabole. On va voir ça. Pour résoudre ce problème, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique. C'est-à-dire MA est égale à la force subie par le corps, F, dont je viens de dire ici qu'elle était égale à M fois G. En toute rigueur, ce qu'il faut connaître pour résoudre ça, et c'est là une des petites difficultés, il faut connaître G partout, en tout endroit où va aller la particule qu'on a lancée. Or, G n'a pas la même valeur partout. Si vous regardez bien ici, j'ai mis RT, le rayon de la Terre, dans la formule. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que quand on a calculé ça, on voulait calculer G à la surface de la Terre. Si on veut calculer G en altitude, un peu plus haut, formule d'altitude, elle est donnée par G à une hauteur H, est donnée par G grand G sur la masse de la Terre, divisé par petit r, la distance qui nous sépare du centre de la Terre, au carré. Et la distance ici, elle est simplement donnée par G fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre, plus l'altitude, au carré. Je vais faire un dessin ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je veux calculer la valeur de G ici, il faut que je prenne en compte la distance R qui est ici, entre le centre de la Terre et le point, c'est-à-dire que c'est RT ici, le rayon de la Terre, plus la hauteur qui sépare le corps du sol, c'est ce qu'on appelle l'altitude, H. D'accord? Donc si le corps est en train de tomber, H change au cours du temps, H diminue s'il va vers le bas, et donc ça change au cours du temps. Donc c'est un petit peu compliqué, le corps est en train de tomber, et la force à laquelle il est soumis change au cours du temps, évolue au cours du temps. Il va falloir prendre ça en compte. Sauf que, en général, dans les situations où la distance de chute est faible, la variation de G ici, elle va être faible. Et ça, vous allez vous le calculer maintenant. Je vous demande maintenant de calculer G, la valeur de G, à une hauteur de 10 mètres. On va considérer des chutes de 10 mètres de haut. Hein. C'est pas mal, 10 mètres, ça va permettre d'imaginer des situations réalistes. Genre des chats qui tombent de fenêtres, quelque chose comme ça. 10 mètres, c'est pas mal. Donc, calculez ici la valeur de G avec 10 mètres là. Et puis du coup, tant que vous y êtes, calculez la valeur de G que vous obtenez avec une altitude nulle au niveau du sol. Faites ces deux calculs-là pour voir la différence numérique que ça fait avec votre calculatrice quand vous faites ça. Donc c'est vraiment extrêmement simple, hein. Il suffit de mettre les nombres qui sont là-dedans. Vous les avez tous. Vous avez grand G, vous avez la masse de la Terre, vous avez le rayon de la Terre, et je viens de vous donner H. Donc allez-y, calculez ces deux grandeurs, G de H et G au sol. C'est-à-dire H égale à 0.
Donc moi je trouve, si j'ai fait le calcul avec les nombres que je vous ai donnés, 9,77. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, on ne trouve pas 9,81. La raison, c'est que je vous ai donné pour le rayon de la Terre 6400 alors que c'est 6300 quelque chose. Et pour la masse de la Terre, je vous ai donné 6 10 puissance 4 alors que c'est 5, quelque chose. Les nombres que je vous ai donnés, il faut les reprendre vraiment avec plus de chiffres après la virgule. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Je vais remettre quelques chiffres après la virgule ici, juste pour la suite. Ce que donne le calcul, donc bête, si je prends les nombres bêtement que je vous ai donnés pour h égale 0, c'est ça. Maintenant, même calcul si j'ajoute 10 mètres. Moi je trouve 9,77 0,48. Vous êtes d'accord? Donc vous voyez que les deux, alors je vais mettre l'unité aussi, hein, sinon je m'auto-tue. Donc les deux grandeurs qui sont ici sont assez proches les unes des autres, donc on peut dans un calcul, si on veut un calcul qui est valable avec une précision relative de mieux que 10 millième, on peut considérer que G le long de la chute en fait est le même. Si on voulait calculer la différence comme ça, juste voir quelle est la différence relative entre celle-là et celle-là, c'est-à-dire de combien de pourcents est-ce que G a changé entre H et la valeur, entre la hauteur H et le sol. Si je vous avais demandé de faire ça, de calculer la variation relative de G entre la hauteur 10 mètres et entre le sol, ce que vous auriez probablement fait, c'est calculer ça. On la note comme ça, la variation relative. Delta G, c'est la variation G. On divise par G pour avoir la grandeur relative. Et ça vous aurait donné G de H égale 10 mètres moins G de H égale à 0 divisé par G de H égale à 0. Vous prenez les nombres qui sont là-dedans et faites la différence et vous divisez par le deuxième et vous allez trouver quelque chose. Il y a une astuce d'ordre mathématique, mais qui va être utile beaucoup en physique, pas seulement en physique d'ailleurs. Quand on a ce genre de variation à calculer, et qu'on sait que les variations sont faibles, on peut faire ça de manière un petit peu différente. On peut écrire la chose suivante. G à l'altitude H est égal à... Attention, la formule que je vais écrire ici, elle va vous paraître bizarre au début. Je l'écris et je la commente. C'est G en H égale à 0 plus dg sur dh fois h. Ça, c'est la dérivée de g par rapport à h, et là, j'ai multiplié par h. D'où vient cette formule? Cette formule, elle vient de la définition de la dérivée. Je vais l'écrire en jaune. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai fait un tout petit rappel sur les dérivées. Je vous ai dit que la dérivée de... J'avais pris d'autres notations, mais là, je vais le faire avec g. Ce qu'on appelle la dérivée de g par rapport à h, c'est la limite quand h tend vers 0 de g de h moins g de 0 divisé par h. Hein? Donc ici, hein, c'est 0 plus h, on pourrait l'écrire. Donc c'est la dérivée de 0 plus h moins g de 0 divisé par h. Et quand h devient tout petit, ça tend vers la pente de la courbe g qui représente h. Vous, c'est ce qu'on appelle la dérivée de h. Si h est suffisamment petit pour que cette grandeur-là soit proche de sa limite, la limite ou la valeur elle-même c'est la même, enfin si h est suffisamment petit, et si vous prenez cette équation-là, que vous la multipliez par h, vous obtenez ça, et ça c'est exactement l'équation qui est au-dessus. Si je passe le G0 de ce côté-là, ça me donne exactement l'équation qui est au-dessus. Donc de manière générale, G pour un paramètre petit, c'est G à l'origine plus la dérivée fois h. Ce que ça dit simplement, c'est extrêmement simple ça en fait. Hein. Tout ce que ça vous dit, c'est que si h est petit, G va augmenter linéairement avec h. C'est-à-dire que si je m'amusais à tracer en fonction de h la valeur de G, eh ben, j'aurais quelque chose qui, sur des intervalles suffisamment petits, est une droite. Donc effectivement, ça c'est un coefficient directeur. Et ça veut dire que G augmente comme une constante fois h plus une autre constante. Ça c'est l'équation d'une droite. Hein. Je suis allé un petit peu vite, là, je m'en rends compte. Vous re-regarderez ça éventuellement, tranquillement.
c'est que des choses que j'ai faites la dernière fois, mais que je vais remettre ensemble dans un ordre différent, en allant un peu vite. Donc je vous invite à reprendre ça calmement. En tout cas, on a cette égalité-là, et je peux du coup calculer simplement la valeur de ça, dg sur dh. Ben, la formule qui donne g en fonction de h, elle était écrite tout à l'heure au tableau, là. G grand M sur RT plus H au carré. Vous savez dériver ça? La variable c'est H. Allez-y, dérivez ce truc par rapport à H. Je peux sortir G, M, MT. La dérivée d'une constante, c'est une constante. Et on a juste à dériver 1 sur RT plus H au carré. Allez-y, faites-le. Alors j'aimerais bien savoir ce qui vous pose problème quand même, sérieux. On a la fonction qui est ici, je vais noter RT, je vais le noter A. H, je vais le noter X. Et vous voulez dériver ça par rapport à X. Hein. C'est ça que je vous demande. Avec des notations un peu différentes, mais c'est vraiment ça la question là. Ça ne devrait pas vous poser de problème. D'accord? Si ça vous en pose un maintenant, vous réviserez, mais il faut absolument que ça ne vous pose pas de problème. Je vous ai peut-être pas dit, mais vous êtes censé être allé au collège et au lycée hein, avant de venir ici, et d'avoir à peu près assimilé un tiers du programme de lycée. Donc ça en fait partie. Vas-y. Non, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. C'est G fois MT fois moins 2 sur R plus H au cube. Donc, je vais le faire avec ces notations-là pour commencer. Tu me dis que c'est ça, la dérivée avec un truc en plus? Attends, ah oui, la dérivée de ça? La dérivée de ça, oui. Ah non, ça c'est... Mais ça revient à ce que tu m'as dit, en fait, avec d'autres notations. Eh ben non, c'est... Il manque quelque chose? C'est puissance 4. La dérivée de ça, c'est la puissance 4. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors, sous cette forme-là, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup et vous aurez du mal. Il y a une manière infaillible de calculer ça, c'est de l'écrire de manière un petit peu différente. Du moins, enfin, moi c'est comme ça que ça me semble le plus simple. Après, si vous avez une autre vision du truc, ayez un moyen de vous en rappeler, ce ne sera peut-être pas celui-là. Moi c'est comme ça que j'ai l'impression que je me rappelle le mieux. Ça, je l'écris sous cette forme-là. Et je sais que la dérivée d'une puissance, c'est ça, la puissance qui est là, elle sort devant. Une fois que je la mets, je ne me pose pas de questions. Ensuite, j'ai la dérivée de ce qui est là-dedans, c'est-à-dire 1. Et ensuite, j'ai, pardon, je continue à l'écrire de cette manière-là, A plus X à la puissance, ça diminué de 1. Moins 1. Pardon, moins 2, moins 1, moins 3. Et donc ça fait moins 2 sur A plus X à la puissance moins 3. Donc là, il n'y a pas de X. D'accord? Donc la dérivée de ça, je peux me l'effacer, voilà, c'est moins 2 sur A plus X puissance 3. Donc si je transpose avec les notations qui sont ici, ça fait G fois MT fois moins 2 sur RT plus H à la puissance 3. Et du coup, ce que je voulais moi, c'était le G de H qui est ici. G de H moins G de 0, lui je vais tout de suite le mettre là-bas, c'est égal à moins 2 H sur fois GMT divisé par RT plus H à la puissance 3. Et quand on veut calculer maintenant G de H moins G de 0 divisé par G de 0, c'est ça qu'on voulait là, et bien ça simplifie encore un petit peu le calcul.
Ça, je laisse parce que j'imagine qu'ils sont en train de le copier. Donc, je divise tout par G de 0, c'est-à-dire par l'expression GMT sur RT plus H, sur RT, et ça donne simplement, vous ferez le calcul, hein, ça se fait vraiment simplement, les GMT se simplifient, ça fait moins 2H sur RT plus H à la puissance 3 fois RT au carré. Et dans la grandeur qui est ici, le H en fait est très petit devant RT, donc on peut en fait le négliger. Hein, ça, vous pourrez faire le calcul en le gardant ou en l'enlevant, ça donne vraiment quelque chose de très similaire. Et ça donne simplement moins 2H sur RT. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement simple. Ça va vite, ça va trop vite pour vous, c'est pas grave, ne le notez pas, d'accord? Là c'est du calcul pur, vous aurez la vidéo pour aller voir le détail du calcul si vous voulez. Ça ne sert à rien là que vous notiez tous les pas du calcul sans les comprendre, pour après aller le voir, vous apercevoir que vous avez probablement oublié un signe, oublié un truc, et votre machin n'est pas utilisable. Donc laissez tomber. On veut calculer ça, je viens de vous montrer comment on fait, vous irez voir en détail, le résultat du calcul c'est ça. Voilà. C'est juste pour vous dire que du coup c'est vraiment très simple de calculer la variation relative de G. Et ben, c'est ici 2 fois H sur RT, c'est-à-dire 20 mètres, on avait pris H égale 10, divisé par 6400 mètres. Donc ça fait 3, 10 moins combien? Ça s'en va, et il reste un tiers de 10 moins 1, 2, 3, 4, 5, 3, 10 moins 6. Voilà. Vous ferez le calcul, vous trouvez vraiment quelque chose comme ça, donc ça veut dire quelques millionièmes. Le calcul qui est ici vous dit que G sur une hauteur de 10 mètres ne varie que quelques millionièmes en valeur relative. Donc si on veut une précision, si ça nous suffit comme précision pour le calcul de la chute d'un corps, par exemple, au millionième près, ben, très bien, on peut dire que G est constant sur une hauteur de 10 mètres. Considérez ça comme une parenthèse à partir de là, jusqu'à là. Si vous avez l'impression d'avoir décroché sur cette partie-là, c'est pas grave. Mettez-le dans un coin de votre tête, vous le reprendrez plus tard. C'est pas le cœur de ce que je veux dire ici. Je tenais à faire ce calcul parce que vous allez le rencontrer sous des formes diverses plusieurs fois. Donc voilà, je vous présente le calcul, vous le calcul, enchanté, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais revenir à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le calcul de la chute d'un corps. En supposant du coup que le G est constant sur la distance de chute. Donc, prêtez vraiment attention dans les 10 minutes qui viennent. Ce que je vais présenter là, c'est essentiellement ce que je vais vous demander à un contrôle continu. C'est absolument certain. Et tous les ans, je le fais. Tous les ans, je dis que je vais le faire. Et tous les ans, il y en a la moitié qui n'arrivent pas à le refaire. Donc il y a probablement quelque chose de difficile. Je ne sais pas, moi j'ai pas l'impression. Donc je veux essayer au moins déjà de comprendre ce que je vais faire maintenant, de comprendre la logique de ce qui va se passer là. C'est vraiment pas compliqué, c'est surtout des choses que vous connaissez déjà. D'accord ? C'est parti. Le problème qu'on se pose dans les 10 minutes qui viennent, c'est le suivant. On a une masse M. On lance dans une direction donnée avec une vitesse initiale que je vais noter V0. Ce corps est soumis à une seule force, c'est son poids. Je vais noter cette force en jaune. Et ce poids, je vais le noter mg. Et je vais supposer que ce poids est constant. Forcément, la masse, elle est constante. Et puis, je viens de dire que sur des hauteurs de chute raisonnables, le g est constant aussi. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le mouvement de ce corps ? C'est-à-dire, à la fin, je voudrais arriver à connaître les coordonnées de ce corps à tout instant. Si je connais ces coordonnées à t égale 0, je voudrais connaître ces coordonnées au temps ultérieur, à tout temps t. C'est ça la question. Donc, à la fin, la réponse, ce qu'on cherche, la réponse, ça va être dans un système de coordonnées cartésiennes, x égale, y égale, z égale, avec ici des fonctions qui dépendent du temps. D'accord ? Comment est-ce qu'on fait ça ? On a une équation qui nous décrit le mouvement, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Malheureusement, cette équation, elle ne nous relie pas directement x, y et z à la force, elle nous relie quelque chose d'un petit peu plus compliqué, elle nous relie l'accélération du corps à la force.
La relation fondamentale de la dynamique vous dit que la masse fois l'accélération est égale à la masse fois g ici, ça c'est le poids. Vous voyez que les masses ici se simplifient, on a simplement à résoudre, l'accélération est égale à g. Ce qu'on voudrait faire, c'est passer de ça à x égale, y égale, z égale. Vous voyez qu'il n'y a même pas les lettres x, y, z là. Donc il faut cette équation-là la transformer ou la réécrire différemment pour faire apparaître explicitement les coordonnées x, y et z. Faisons-le. Quelles sont les coordonnées? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les coordonnées des deux vecteurs qui sont ici. Quelles sont les coordonnées du vecteur accélération dans un repère que je vais noter ici x, y, z avec ici une origine O. On a vu ça la dernière fois effectivement, oui, c'est x point point, y point point, z point point, où je vous rappelle, une dernière fois, je ne vais pas le refaire après, que ce qu'on appelle point point, c'est la dérivée seconde par rapport au temps. Voilà. Point point, ça veut dire ça. Ça, c'est le vecteur A. Quelles sont les coordonnées du vecteur G dans le système de coordonnées que j'ai dressé là-bas au coin du tableau? Pareil, c'est-à-dire x, point, point, c'est le x de quoi alors? Ça ne dépend pas de x, ça. Ça ne dépend pas de la position de l'objet ici. G, c'est le même partout. C'est 0. Non, 0, 0. Ouais. Le vecteur G qui est ici, là c'est m fois G. Mais G, du coup, c'est un vecteur qui est comme ça. Ses coordonnées suivant x, il n'y en a pas. Suivant y, il n'y en a pas. Et suivant G, suivant Z, il y en a une. Et ici, j'ai orienté Z vers le haut. Pourquoi pas? Vous pouvez faire le contraste si vous voulez. Là, avec Z orienté vers le haut, la composante de G suivant Z est négative. Et je vais la noter moins G, où G est une grandeur positive. Hein. Ici, G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur d'habitude. Donc voilà les deux vecteurs qui interviennent dans l'équation du dessus. Le vecteur accélération et le vecteur G. Attention, je vous mets en garde contre une erreur courante que vous allez faire en masse. Quand vous écrivez ça, ne vous posez pas la question de savoir si le corps est en train de monter, si son accélération est vers le haut. Ce que je vois parfois, c'est des raisonnements suivants. Dire, ah, par exemple là, on a lancé V vers le haut, donc probablement son accélération va être vers le haut aussi. Donc le Z point point, il va être positif. Donc là, c'est bon, ok, s'il est positif, donc il est bien vers le haut, Z point point, il y a un plus. Par contre, pour X, ah, il est lancé dans l'X négatif, donc il va y avoir un signe moins ici. Non, 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 non. Là, ça, c'est la coordonnée de l'accélération qui est ici, c'est la dérivée seconde de X par rapport au temps. C'est la définition. Le fait que ça soit orienté d'un côté ou de l'autre, c'est le signe de cette quantité-là, pas le signe qui est devant. C'est le signe de ça. Il se peut que X point point, ça soit une grandeur qui soit négative. Dans ce cas, ça veut dire que le corps il va être accéléré dans la direction opposée des X croissants. Ça veut simplement dire ça. Mais vous n'avez pas à vous poser de questions. En fait, ça, c'est vrai en coordonnées cartésiennes, c'est vrai tout le temps. Il n'y a pas de signe là, ni là, ni là. Il n'y a pas de signe moins. D'accord? La direction, encore une fois, elle est comprise dans le signe des quantités qui sont là elles-mêmes. Il n'y a pas de signe à rajouter de... Bon. Donc ça, prêtez-y attention, vous écrivez ça systématiquement, il n'y a pas à réfléchir plus que ça là-dessus. Enfin, du moins une réflexion poussée doit vous conduire au fait que c'est effectivement ça qu'il faut écrire. Maintenant qu'on a ces deux égalités, pourquoi ces deux vecteurs là, pourquoi ça nous aide? Là, on sait que ces vecteurs sont égaux, c'est marqué là. Or, si deux vecteurs sont égaux, c'est que les coordonnées des vecteurs doivent être égales. Donc ça nous transforme une équation vectorielle ici en trois équations sur des pronoms qui ne sont plus des vecteurs. Ça nous dit que d'une part, x point point est égal à 0, y point point est égal à 0, z point point est égal à moins g. Ah, on commence à s'approcher un petit peu de quelque chose qui ressemble à ça. Enfin vraiment, parce que là, c'est des dérivées secondes par rapport au temps. Mais ça commence à avoir un petit peu la même structure. Le but, ensuite, et là c'est un problème purement mathématique, c'est de passer de ces dérivées secondes à x, y, z égale quelque chose ici. Pour ça, il va y avoir une première étape. En fait, ce qu'on fait, on dit qu'on intègre l'équation. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les équations dont ça, c'est la dérivée. Ça nous dit quelque chose sur les vitesses, en fait. Ça nous dit quelque chose sur x point, y point,
et z point. Quelle est la valeur de x point ici qui donne une bonne valeur de x point point? Plutôt, quelle est la fonction du temps? Voilà, c'est une constante. Si je mets ici autre chose qu'une constante, si je mets cosinus de t, pouf, la dérivée de tout ça, ça ne va pas donner 0, ça va donner une fonction de t. La seule fonction qui effectivement donne une dérivée de, c'est une constante. Donc ça, c'est une constante. Y point point, c'est une constante aussi. Je vais l'appeler constante prime, parce que ce n'est pas forcément les mêmes. Z point point, ah, un peu plus compliqué, une fonction dont la dérivée vaut moins g. Moins g fois t, plus, non pas un demi. G fois t, si tu mets un demi, quand tu dérives, ça fait un demi de g. D'accord? Donc ici, c'est bien moins gt. Là, vous vous souvenez du résultat final, c'est pour ça, mais il n'y a pas à s'en souvenir, on va le retrouver. Donc on a trois constantes qui interviennent ici. Autre erreur que vous faites très souvent, ne pas mettre ces constantes et me mettre 0, 0 et 0 là. D'accord? En général, c'est faux. Il y a des cas où effectivement ces constantes sont nulles. On va voir qu'ici, en particulier, ça pourrait être éventuellement le cas, mais pas forcément. Comment est-ce qu'on les détermine, ces constantes? Et bien ici, on vous dit un truc sur le mouvement. On vous dit comment est-ce que le corps a été lancé. En fait, on utilise les conditions initiales et on vous dit que le corps a été lancé avec une vitesse V0. Donc on vous donne le vecteur V0, donc vous connaissez les coordonnées du vecteur V0. Et qu'est-ce que c'est que ces coordonnées? Ben, c'est x point en 0, y point en 0 et z point en 0. Les coordonnées du vecteur vitesse, c'est x point, y point, z point, et donc en 0, at égale 0, je l'ai noté comme ça. Ben, si on vous donne ces grandeurs-là, vous avez la vitesse à l'instant initial. Or, et c'est là que le raisonnement est... il faut faire attention, ça c'est les coordonnées du vecteur vitesse. Si le terme qui est ici est une constante, ça vaut la même chose tout le temps. On est bien d'accord? Si ça vaut la même chose tout le temps, ça vaut la même chose qu'au temps initial. Donc la constante qui est ici, c'est la valeur initiale de x point. C'est pas que la valeur initiale, c'est la valeur finale aussi, c'est la valeur au milieu, c'est la valeur tout le temps, elle est constante. Donc en particulier, c'est la valeur initiale, et donc ça vaut ici x point 0. Ce que je vais noter, non, je vais laisser comme ça. X point 0. Pour y, même raisonnement pour y, ici c'est une constante, donc si c'est une constante, ça a la même valeur que la valeur initiale, qu'on a noté y point 0. Et la constante qui est ici, ah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on détermine cette constante? Alors là, z point n'est pas constant, il augmente, enfin il change au cours du temps, ici il diminue parce qu'il en fait, il diminue au cours du temps. Comment est-ce qu'on trouve la constante qui est ici? On fait un raisonnement similaire. Certes, la vitesse n'est pas constante, mais on sait ce qu'elle vaut à t égale 0, on nous le donne là-bas. Donc on fait t égale 0 dans cette équation. T égale 0, ça vous dit quoi? Ça vous dit que z point en t égale 0 est égal à 0 plus une constante. Donc la vitesse initiale est égale à la constante. Ça, c'est la vitesse à t égale 0. Vous voulez que je refasse un coup le raisonnement? Z point à tout instant t, c'est moins gt plus la constante qu'on cherche. À t égale 0, c'est-à-dire c'est ce que j'ai noté en fait z point 0. Comment est-ce que j'obtiens la valeur à t égale 0? Ben, je fais t égale 0 dans cette formule, ça me le donne à tout t. Donc c'est une machine, je mets dedans t, puis ça me sort la vitesse. Ben, je mets dedans t égale 0, g fois 0 ça fait 0, il reste simplement la constante. Ben voilà, ça vous dit que la constante qui vaut blanc, c'est la vitesse initiale, la composante de la vitesse suivant z. Donc finalement, on a moins gt plus z point 0. Donc on a ici les composantes de la vitesse à tout instant. Ce qu'on cherche, nous, c'est pas tout à fait ça, on veut la position à chaque instant. Ben, on va refaire le même jeu, on va réintégrer cette équation, ces trois équations, c'est-à-dire trouver les équations qui en dérivant donnent ça. C'est parti. Quelle est l'équation qui, quand je la dérive, donne ça? X point 0 fois t plus une constante. Alors, je vais la rajouter reconstante, c'est pas forcément, c'est pas la même qu'ici, hein, ça n'a pas la même dimension, mais c'est une constante. Effectivement, donc ça c'est une constante. Hein. On vient de l'écrire là, c'est écrit en gros constante. Donc ça c'est un nombre, voilà, on vous donne le début. Donc
La primitive de ça, c'est la constante fois le temps plus ça. C'est-à-dire que quand on dérive cette équation-là, la constante saute ici, on retrouve bien x.0. Pareil pour y. Avec une autre constante. On appelle ça des constantes d'intégration. Ça survient quand on intègre les équations. Et ensuite, z, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, la fonction dont la dérivée donne moins gt, c'est moins 1,5 de gt carré. Vous vous souvenez que la dérivée de t carré, ça fait 2t. Donc quand on dérive le 2 ici, annule le 1,5 qu'on a mis là justement exprès pour donner simplement moins gt. Plus z.0 fois t, et aussi lui, hein, tout intégré, il y a une constante, plus une troisième constante. Je vais adopter une notation un tout petit peu différente pour x.0, y.0 et z.0 pour que visuellement vous voyez ce que ça veut dire. Je vais noter ces grandeurs-là. La vitesse initiale que je vais noter pour l'instant x.0, y.0 et z.0, je vais la noter vx0, vy0, vz0. C'est-à-dire c'est vraiment les composantes x, y et z du vecteur v0. Donc je vais les noter comme ça. Et je vais réécrire le résultat qui est ici sans rien changer d'autre. Vx0t plus une constante. Y est égal à vy0t plus une constante. Z est égal à moins 1,5 de gt carré plus vz0 fois t plus une constante. Et les constantes, j'ai décidé de les appeler primes et secondes ici. C'est presque fini, il nous reste à déterminer les trois constantes ici qui apparaissent dans cette équation. Trois constantes d'intégration. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, on utilise les conditions initiales. Dans le problème, on sait de quel endroit on a lancé l'objet, donc on sait quelle est la position de l'objet à t égale à 0. Alors à ce stade, donc ce qu'il faut, c'est connaître les coordonnées de l'objet à t égale 0. Il faut connaître, par exemple, pour l'équation qui est ici, la première, la constante est obtenue en faisant t égale 0 là-dedans, c'est-à-dire, je vais faire le même raisonnement pour la vitesse tout à l'heure, je viens d'écrire la chose suivante. Donc, x en t égale à 0, c'est égal à v0 x fois t, c'est-à-dire fois 0, ça fait 0, c'est égal à la constante. Donc la constante ici, c'est simplement la coordonnée x du point à t égale à 0. Ça, vous allez tous trouver des choses différentes. Ça dépend de où on a mis le repère. Tout à l'heure, j'ai mis le repère ici avec son origine un peu n'importe où. Si je fais ça, le x0, il faut prendre la position du point ici et aller regarder quelle est la distance ici et savoir quel est le x de la particule au début du lâcher. Je vous propose de prendre un point O, une origine du repère qui soit intelligente. Je vous propose de la prendre par exemple à la verticale du point, à la verticale du point de lancer. Si on fait ça, ça va beaucoup simplifier les équations puisque si mon système de coordonnées, je mets O ici. Et je vous propose de le mettre même au niveau du sol, d'accord? Il y a la Terre qui est ici, paf, je mets O au niveau du sol, juste en dessous du point que je lance. Je mets X par là-bas, Y par là-bas et Z par là-bas. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça simplifie le problème? Parce que la coordonnée X au temps initial, elle vaut 0. Le point, il est juste à la verticale, il est suivant Z simplement. Donc X à t égale 0, dans ce cas-là, est égal à 0 avec le repère choisi. Pour exactement la même raison, la constante prime est nulle aussi, parce que là je mets le point à la verticale je mets l'origine à la verticale du point de lancer, donc il n'y a pas de coordonnées sur Y à t égale 0. Avec le repère choisi. Et pour Z, là c'est un petit peu différent. Z à t égale 0 est égal à, si je prends la formule qui est ici et que je fais t égale 0 là-dedans, je trouve pour ça 0, pour ça 0, c'est encore égal à la constante seconde. Et ici, avec le repère que j'ai choisi, ça ne fait pas 0. La coordonnée suivant Z du point de la masse M, là, c'est pas 0. Je peux appeler ça par exemple
Je vais lui donner un nom, ça je vais l'appeler H, l'altitude H de laquelle on a lancé le corps. Et donc dans ce cas-là, ça c'est égal à H. C'est la coordonnée initiale suivant Z du point de lancer. Du coup, le jeu d'équations qui est ici s'écrit simplement, et finalement, x est égal à Vx0 fois t plus 0, y est égal à Vy0t plus 0, z est égal à moins 1,5 gt carré plus V0z t plus h. Voilà les équations du mouvement d'un corps en train de tomber si on le lance d'une hauteur h avec une vitesse initiale v0 qui a les coordonnées suivantes v0x, v0y, v0z. On va considérer quelques cas particuliers dans lesquels ces équations se simplifient ici. Je vous laisse pour l'instant noter ça. Vous avez en tête l'extrait de Matrix tout à l'heure? Fenêtre, Trinity qui se jette par la fenêtre. On va étudier son mouvement en prenant des axes judicieusement choisis. Donc vous avez vu la fenêtre, hein, elle se jette par là-bas comme ça. Je vais prendre X dans la direction dans laquelle elle se lance. Donc elle va aller par là-bas, ça c'est la fenêtre ici, là. Elle va aller par là-bas. Je vais prendre X dans cette direction-là, je vais prendre Z dans cette direction-là, et Y du coup va être dans la direction, dans la direction du building en fait, hein, sur le côté. Donc ici, je recommence, si la fenêtre est comme ça, qu'elle se jette par là-bas, X est là par là-bas, Y est par là-bas, et puis Z est vers le haut. D'accord? Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent sur une des grandeurs, V0X, V0Y et V0Z, dans ce cas particulier-là? La vitesse initiale, vous avez vu hein, comment elle se jette. Ouais, vas-y. Elle se jette par là-bas. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur certaines coordonnées? Ouais. Y ne sert à rien, d'accord? Alors dit autrement, la coordonnée de la vitesse suivant Y est nulle. Le vecteur V0, ici, il a pour coordonnée suivant X, V0, suivant Y, 0, et suivant Z, la 0 aussi, elle se jette ni vers le haut ni vers le bas, elle se jette vraiment horizontalement. Donc c'est 0 ici. Donc dans ce cas-là, de Trinity qui se jette par la fenêtre, l'équation qui est ici est vraiment encore plus simple, puisqu'on a dans ce cas X égale V0t, Y égale 0, et Z est égal à moins 1,5 de GT2, plus V0Z, ça fait 0, et plus H. Donc ici, là, j'ai mis simplement les vecteurs de base, hein, mais l'origine, on va supposer qu'elle est encore en bas pour garder le H qui est ici. Voilà les coordonnées du point décrit Trinity dans Matrix. Il y a un truc qu'ils n'ont pas fait dans Matrix. Ils n'ont pas pris correctement en compte cette équation-là. Si vous regardez bien le film, vous apercevez que vous avez le building qui est ici, Trinity qui part par là-bas, et elle fait ça. Donc là, elle se retourne, donc ça tire, comme ça, et elle tombe comme ça. C'est assez net hein, dans le film, si vous regardez la scène, en plus c'est tout ralenti, donc on voit bien ce qui se passe, et elle tombe comme ça. C'est pas du tout ça qui se passe, si vous regardez l'équation qui est ici. Là, on a l'impression que quand elle est là, sa vitesse, elle est uniquement vers le bas. Ben non, il y a toujours une composante suivant X, en fait. Si elle se jette avec la vitesse V0 dans cette direction-là, elle va garder une composante suivant X. Et plus elle tombe de haut, plus elle va loin par là-bas. Si vous regardez bien la distance parcourue suivant X, d'ailleurs, elle est proportionnelle à T. Si ça tombe 2 fois plus longtemps, ça va 2 fois plus loin. Moralité, ce qui devrait se passer dans le film, mais ce n'est pas très photogénique, vous avez un building là et l'autre en face, boum, elle devrait se scratcher là en face, en fait. Hein. D'accord ? La séquence qu'on vient de faire ici, là, donc je vous demande vraiment de la maîtriser. Hein. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à me demander. Vous le revoyez, vous allez le faire en TD, ça, des exercices de chute, vous allez en faire plein. Écrire les équations du mouvement, écrire les coordonnées des vecteurs force et accélération, les identifier, intégrer les équations que vous allez trouver comme ça et arriver à ça. Ce que je vous propose maintenant, là, pour terminer, c'est d'une part de calculer la vitesse en
fonction de la position. Savoir quelle est la vitesse du corps quand il est à l'altitude, à une altitude Z donnée. On va le faire dans un cas particulier, on va considérer une chute libre, ici où on lâche quelque chose sans vitesse initiale. On prend un truc, poum, on le laisse tomber. Donc ça simplifie pas mal les expressions, puisque s'il n'y a pas de vitesse initiale, tous les V0 là-dedans sont nuls. Et les équations du mouvement s'écrivent vraiment simplement x égale 0, z y égale 0, z est égal à moins 1 demi de gt carré. Allez, on va même changer un petit truc pour que vous voyez aussi ce que ça donne. Là, on avait plus h tout à l'heure, c'était parce qu'on avait pris l'origine au sol. D'accord ? Vous montrerez facilement que si on prend l'origine au point de lâcher du corps, donc j'ai la craie qui est ici, je mets l'origine là, et je lâche la craie, dans ce cas-là, l'équation est simplement donnée par ça. Ici, c'est dans le cas où l'origine est placée au point de lâcher. À partir de ça, ce que je vous demande de faire, je vais aussi vous réécrire les vitesses. Alors là, on a deux solutions pour les vitesses, ou bien on va aller chercher dans l'équation de tout à l'heure, ou simplement on dérive ce qu'il y a là. La vitesse est donnée par la dérivée des expressions qui sont ici par rapport au temps. Dérivée de 0, ça fait 0. Dérivée de 0, ça fait encore 0. Et dérivée de ça, dérivée de moins 1 demi gt carré, ça fait moins gt. C'est pas étonnant, c'est pour ça qu'on avait mis ça. Ça, c'était l'intégrale de ça. Donc ça, c'est Vx, ça c'est Vy, donc ça vaut 0, et ça je vais le noter simplement en V en fait tout le long, donc ça vous pouvez les oublier. Toute la vitesse, en fait la vitesse est uniquement suivant Z, donc ça je vais l'appeler la vitesse au temps t. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de calculer la vitesse en fonction de Z. Donc je veux que vous notiez une formule qui me dise, voilà, qui relie V et Z. Et on fera une application de ça après. Peut-être pour préciser la question, j'ai un peu l'impression d'être caché dans la nature. Là, on a Z en fonction du temps. Là, on a V en fonction du temps. Moi, je vous demande V en fonction de Z. Vraiment juste ça la question. Ok, un indice toutes les 30 secondes. On voudrait V en fonction de Z. On a ici V en fonction de T, donc il faudrait enlever le T ici. On ne voudrait plus avoir T, on voudrait avoir Z à la place. Donc on voudrait mettre là-dedans, à la place de T, l'expression de T en fonction de Z. Ah, là c'est un peu embêtant, on a bien quelque chose qui ressemble, sauf que c'est Z en fonction de T. Si à partir de ça, vous arrivez à écrire T égale, poum, quelque chose qui dépend de Z, ce T égale, vous le remettez là-dedans, et ça va donner V égale G fois ce que vous aviez, ça va être une fonction Z uniquement. Donc l'idée c'est ça. À partir de ça, vous isolez T et vous le mettez là-dedans. Vous êtes d'accord avec ce que je suis en train d'écrire? Si j'isole t carré, ça fait 2z moins 2z sur g. C'est vrai ça? Oui. T égale racine de moins 2z sur g. Oh, on a un moins dans la racine, c'est horrible. Parce que z est négatif puisqu'on a l'origine à point de lâcher. Tout à fait. Donc effectivement, on lâche le point ici, sans vitesse initiale. Donc il est en train de tomber par là. Et ses positions successives sont ici. On a mis l'origine là. Donc ici, Z est bien négatif tout le monde. Donc là-dedans, lui là, il est négatif. Donc moins Z, c'est une quantité positive. Donc tout va bien. On prend bien la racine carrée d'un nombre positif. D'accord ? Donc attention à quelque chose aussi qui souvent prête à confusion pour vous. C'est pas parce qu'il y a un signe moins qu'une grandeur est négative. Le signe moins ici veut dire on prend l'opposé de ce qu'il y a à côté. Ça ne veut pas dire c'est négatif. L'opposé d'une grandeur négative, c'est positif. Donc tout va bien. Bah, ça, je le remets dans l'expression de la vitesse là-bas. Or, V est égal à moins GT. Donc je remplace T par ça, ça fait moins G fois racine de moins 2L sur G.
Voilà. Alors on va écrire ça de manière un petit peu plus jolie. Il y a G ici et racine de G là. Donc je vais faire entrer le G dans la racine. Ça c'est moins 2Z. G, si je le fais rentrer dans la racine, c'est racine de G carré en fait. Donc ça s'écrit comme ça. De tout divisé par G. Les G se simplifient et ça fait racine de moins 2GZ. Le pas de calcul qui manque ici, je vais peut-être le remettre un petit peu différemment comme ça. G, je l'ai écrit comme racine de G carré. Le reste, je n'y ai pas touché. Voilà. J'ai écrit que racine de ça fois racine de ça, c'est la racine du produit que j'ai écrit ici. Donc la vitesse est donnée par racine de moins 2GZ. Voilà la vitesse en fonction de l'altitude. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? Ça permet de faire rapidement différents petits calculs d'ordre de grandeur. Je vous en propose un et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Application. Oui? J'ai oublié un moins quelque part. Oui, merci. Merci, merci. J'ai oublié celui-là, tout à fait, qui est ici. Donc ça vous dit que la vitesse est dirigée vers le bas, le port est en train de descendre. Merci. Et du coup là-bas aussi. L'application est la suivante. On suspend une voiture du haut d'un câble, enfin avec un câble comme ça, et on suspend d'une hauteur h. Donc ici entre là et là, il y a la distance h. On met un mannequin dedans, on lâche la voiture. On s'écrase par terre. La question c'est de quelle hauteur h il faut lancer la voiture pour que ça simule un choc à 50 km/h. 50 km/h, c'est la distance maximale autorisée en ville. Imaginez qu'à cette vitesse-là, vous heurtiez un mur. Quel va être le choc que vous ressentez? Ça va être équivalent à vous lâcher en voiture du haut d'une certaine hauteur. La question que je pose, c'est de quelle hauteur? D'accord? On lâche du haut de la hauteur h, ici, la voiture, et on veut qu'à la fin, la vitesse vale 50 km/h. Est-ce que vous avez une idée comme ça, a priori, de ce que ça fait? Genre un demi-étage, 1 mètre, ou 3 étages, ou 20 étages? Pas beaucoup? C'est-à-dire moins qu'un étage? Non, c'est une vraie question. L'intuition que vous avez, c'est la vôtre. Plus? Vous voyez rouler à 50 km/h? Vous voyez le mur? Vous voyez s'approcher? Voilà. Quelle hauteur? 2 mètres, vous dites? Quelques mètres? Ok, bah faites le calcul. Ici, ce qui nous intéresse, le signe, attention aux signes, juste, ici on s'en fiche des signes, on ne veut pas savoir si c'est moins ou plus 50 km/h, c'est la valeur absolue qui vaut 50, donc ce signe moins là, c'est pas la peine de le prendre en compte. Et ici, la hauteur, c'est moins z, z est négatif, donc ce qu'on a appelé h ici, c'est moins z, donc la formule à considérer, elle est simplement donnée ici par 2gh. Donc allez-y, calculez h. Donc il faut évidemment transformer 50 km/h en mètres par seconde, pour commencer. Donc il faut être capable de faire cette conversion d'unité, voir ce que je disais tout à l'heure sur le programme de collège. Ça, vous devez savoir faire conversion d'unité des km/h en mètres par seconde. Si vous n'en rappelez pas, revoyez-le. Bon, après avoir dit ça, il ne faut pas que je me plante dans le calcul par contre. Ouais, j'entends 9 mètres, ça me paraît pas mal. Ouais. 9 mètres. 9 combien? 9,8. 9,8. Effectivement, c'est la réponse, c'est une dizaine de mètres. Ça fait combien d'étages ça? 3. Un étage, c'est entre 2,60 m et 3 mètres sur les bâtiments. Donc ça fait un peu plus de 3 étages. Donc on lance la voiture, vous voyez l'immeuble de la BU là, c'est quasiment du toit. Voilà, on prend la voiture, on vous lâche du toit et
vous voyez ce qui reste en bas. Ça, c'est un choc à 50 km/h. Ça vous donne juste, pour le point de vue de la sécurité routière, ça vous dit quand même qu'un choc à 50 km/h, c'est pas du tout... Attendez, j'ai pas fini de parler là. Ça, c'est super désagréable. Il y en a qui partent parce qu'ils ont leur bus, on en reparlera plus tard, bref. Vous attendez que j'ai fini de parler, avant de ranger vos affaires. Du coup, forcément, j'ai fini de parler. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà, c'est beaucoup, c'est haut, faites attention aux voitures. On arrête le tour ici.